Bonjour, aujourd'hui deuxième séance. Il y a 2 semaines, on a peint la première couche de cette pomme en couleur, avec une peinture très diluée. On s'est approché des couleurs, des valeurs et de la forme générale. Aujourd'hui, en couche plus épaisse, on va finaliser le tableau. Nos couleurs sont placées sur la palette. On a comme d'habitude les 3 couleurs primaires et le blanc, le rouge quinacridone, le bleu phthalo, le jaune et le blanc de titane. On mélange notre couleur locale, qui est principalement du rouge quinacridone. On peint la partie gauche de la pomme, c'est le côté le plus éclairé par la lumière. La lumière est assez blanchâtre, donc ça va être du blanc et du rouge. On peint notre couleur locale, qui est très transparente, d'où l'intérêt d'avoir fait une sous-couche avec très peu de coups de pinceau, sinon on aurait eu des gros problèmes à couvrir la première couche, vu que le rouge primaire est très transparent. On notera qu'on passe une couche de rouge, mais en fait, vu que la toile en dessous est blanche, la couleur locale, ce n'est pas que du rouge, c'est du rouge et du blanc. C'est le rouge que je dépose et le blanc de la toile, vu que le rouge est transparent. C'est-à-dire que si j'avais peint sur un fond gris, il aurait fallu que je rajoute du blanc dans le rouge pour avoir cette même couleur locale. Parce qu'imaginons que j'ai peint sur une toile blanche avec un quadrillage noir, là, on verrait encore le quadrillage, vu la transparence du rouge. J'estompe le réau de lumière. Je peins cette partie blanchâtre de la pomme, car en fait, la pomme a des stries verticales. Chaque pomme est unique, et celle-ci, vous verrez plus tard, elle a des petits points et des stries verticales blanchâtres. Pour faire une pomme réaliste, on va les copier. Je rajoute du blanc sur le réau, parce que comme je l'ai déjà expliqué, la partie la plus éclairée elle a tendance à s'estomper à cause du blanc de titane. Donc à chaque séance, on va la renforcer et mettre une surépaisseur. Je compose ma couleur d'ombre, du rouge et du bleu. Je renforce la partie d'ombre qui se trouve sur la droite de la pomme, toujours augmenter au maximum les contrastes à chaque séance. La pomme a une surface assez lisse, assez brillante, donc la zone d'ombre et la zone éclairée doivent être très localisées. Plus une surface est mate, moins on a de facilité à repérer la couleur locale par rapport à la couleur d'ombre et la couleur éclairée. Ça fait un dégradé qui est assez linéaire. Plus une surface est brillante, plus les 3 couleurs, c'est-à-dire la couleur locale, couleur d'ombre et couleur éclairée, sont bien distinctes et bien séparées, de façon nette. C'est pour ça qu'on peint souvent des objets brillants en nature morte. C'est beaucoup plus expressif, beaucoup plus pictural que peindre un pot en terre cuite, qui va être très mat.
Je continue avec la zone d'ombre. On peut remarquer que là aussi, la combinaison du rouge quinacridone et du bleu phthalo, ça reste très transparent. D'où l'intérêt d'avoir fait une première couche très homogène, très lisse, sans coup de pinceau. On passe à la zone d'occlusion. La zone la plus sombre que le bas de la pomme, donc ça va souligner le bas de la pomme. D'où l'intérêt de ne pas avoir fait la zone d'ombre de la pomme très foncée, ou trop foncée. Sinon, comme on aurait fait la zone d'occlusion, plus foncée que foncée, on aurait eu du mal. Le petit réau de lumière de la tige, important. Le côté gauche de la tige qui reçoit directement la lumière. Tout doucement, on se rapproche de la texture de la pomme, avec les stries verticales, les imperfections. Donc là, la couleur éclairée du jaune, donc c'est simplement du jaune et du blanc. Donc cette zone à grande difficulté qui est composée à la fois d'un creux avec des bords très très arrondis, plus deux couleurs locales, c'est-à-dire que la couleur jaune, la couleur rouge, et en plus cette partie est séparée en deux par la tige. Donc c'est tout en finesse qu'il va falloir peindre cette partie. Et pour rajouter de la difficulté, la partie jaune, couleur jaune, elle est sous forme de stries qui partent de la base de la tige. La couleur éclairée du jaune, on rajoute simplement du blanc. D'ailleurs, si on réfléchit bien, on ne peut pas faire grand chose d'autre que rajouter du blanc et du jaune pour l'éclaircir. Là encore, peindre avec les primaires, ça facilite la compréhension. Bien faire les stries qui se trouvent aussi sur la partie supérieure de la pomme, avec la couleur jaune éclairée. On peint la couleur d'ombre de la tige. Toujours veiller à ce que ces bords soient flous, parce qu'il n'y a aucune raison que les bords de la pomme soient flous et que la tige soit nette. Il faut que l'ensemble soit cohérent. On peint la couleur d'ombre du jaune. Attention, parce que la couleur d'ombre du jaune, c'est une des couleurs d'ombre les plus compliquées à faire, les plus compliquées à mélanger. Parce qu'un jaune qui tend vers le rouge, c'est-à-dire vers le orange, aura une ombre rougeâtre, alors qu'un jaune qui tend vers le vert aura une ombre bien plus verte, bien plus bleutée. Ici, le jaune de la pomme, c'est un jaune légèrement verdâtre, donc je fais une ombre légèrement verte, plutôt qu'une ombre orangée. J'accentue les contrastes, c'est-à-dire toujours la zone éloignée de la
table plus foncé que la partie qui est plus proche de nous, parce que la lumière se trouve vers nous et sur la gauche, légèrement sur la gauche. Ensuite, je respecte le modèle. L'ombre portée, toujours plus estompée et plus floue au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'objet. Je profite de la couleur de la table, qui est un marron très foncé, pour contraster la tige. La tranche de la table, c'est aussi du marron foncé, donc j'accentue les contrastes. Un beau tableau, c'est un tableau contrasté, à moins de faire un paysage brumeux, ça peut arriver aussi. Profitez des coups de pinceau pour simuler les stries du bois. Je rajoute quelques imperfections à la table, c'est toujours agréable et sympathique à faire. Ça rajoute du réalisme. Et ça ancre bien la pomme sur la table. C'est-à-dire que les détails de la table sont équivalents aux détails de la pomme. On ne peut pas là aussi avoir une pomme avec des stries verticales, détaillées, et une table complètement floue, sans détail. Il faut que tout soit raccord au niveau de la définition. Donc si on voit les stries verticales, on doit voir aussi les stries du bois et les imperfections du bois. Ne faites pas une pomme réaliste sur une table impressionniste. Les contrastes, toujours les contrastes. Hop, j'ai un petit peu dépassé sur la pomme côté gauche. C'est pas un problème, ce sera rectifié plus tard. Je rectifie. Mais le fond est secondaire, même s'il reste des traits de pinceau, c'est pas mal, c'est joli. Ça donne un effet un petit peu parachevé, c'est pas un problème pour le fond. Le fond est lointain, il n'est pas en contact direct avec la pomme, donc sa définition est plus grossière, il n'y a pas de problème, c'est logique, c'est cohérent. Je rectifie par l'extérieur, la pomme. Faites des stries qui touchent les bords de la pomme, ne faites pas l'erreur classique de faire les stries du bois qui s'arrêtent à quelques centimètres de la pomme, comme s'il y avait une barrière invisible. Une fois que j'ai pu un petit peu me changer les idées en peignant la table et le fond, je peux reprendre la pomme. Là, je m'aperçois globalement que la partie éclairée de la pomme, la partie gauche, j'ai peut-être exagéré un petit peu, c'est-à-dire qu'on a du mal à distinguer la couleur locale rouge quinacridone pour une couleur et une surface lisse comme la pomme. Normalement, j'ai dit qu'une surface lisse comme la pomme, on devrait bien avoir la couleur locale, la couleur d'ombre et la couleur éclairée bien distinctes, bien définies. Et c'est vrai que là, on avait tendance à ne plus comprendre où était la couleur locale, la couleur éclairée et la couleur d'ombre. Alors que dans un objet lisse, c'est bien distinct, c'est bien délimité. Donc du coup, je rajoute ma couleur locale au niveau de la partie gauche que j'avais un petit peu trop éclairée, et ça va contribuer au réalisme. On va bien comprendre que la pomme, elle est brillante. On va faire les points qui se trouvent sur la surface de la pomme. Il y a des points qui sont légèrement plus clairs. Le tout, ça va être de les faire, mais qui soient cohérents avec l'ensemble du tableau, qui ne soient pas trop visibles.
mais qui soient là quand même. Dans un premier temps, je vais les placer, très accentués, et dans un deuxième temps, j'irai les estomper pour qu'ils se fondent dans la texture de la pomme et qu'on n'ait pas l'impression que ce sont des points qui ont été rapportés par-dessus un tableau. Car si les bords de la pomme sont flous, si la tige est floue, si la table est floue, aucune raison que les points qui soient sur la pomme y soient nets. Là encore, il faut une cohérence. Là, au stade actuel, l'intégration de ces détails ne va pas. Ils vont être légèrement floutés. Ne faites pas des points à la même distance les uns des autres, ni des points alignés. La nature est chaotique. La nature aligne rarement les choses. Voilà, j'estompe pour les intégrer dans la cohérence du tableau. Voilà, ils sont intégrés. Alors toujours cette tige problématique. Un coup c'est trop éclairé, un coup c'est pas assez, un coup c'est trop foncé, trop contrasté par rapport au reste de la pomme, donc on ne voit qu'elle. Un coup les bords sont trop nets. Remarquez la technique du petit doigt qui est posé sur la toile quand elle est sèche ou sur les bords du tableau quand il n'est pas trop grand. C'est vraiment très pratique. Vu que globalement, moi, je n'aime pas du tout l'espèce de bâton qu'on pose à la verticale sur le chevalet pour s'en servir comme appui. J'ai jamais réussi à utiliser cet instrument-là de façon satisfaisante. Donc quand on peint plusieurs couches sur un fond qui est sec, on peut poser le petit doigt, ça ajoute en précision. C'est aussi pour ça que je n'aime pas la peinture à la prima, c'est qu'il faut faire le tableau bras tendu en permanence, c'est fatigant, et on manque un petit peu de précision. Là, pour le fond de la table, ne faites pas l'erreur de faire un côté plus haut que l'autre, c'est la bêtise classique. Donc à force d'accentuer un côté en foncé, l'autre côté en clair, c'est qu'on va arriver à un point où l'ensemble ne sera plus horizontal, ne sera plus aligné. Donc on fait attention à ce que le fond de la table soit parfaitement aligné à gauche et à droite. Là, je vais profiter du fond pour ajuster en négatif la forme de ma pomme. Faire le dessus de la pomme légèrement plus plat qu'il n'était. Donc voilà, on arrive sur la fin de la peinture. La peinture est terminée. On a fait une deuxième séance à peu près d'1 heure, ce qui est très bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit like. Et à la vidéo suivante, où nous ferons sûrement un paysage. Au revoir.